attachement à son héritage breton. Le lien qu'elle a toujours maintenu avec son duché est le fil d'une histoire exceptionnelle qui dépasse le temps politique. Au château des Ducs de Bretagne, la déception est grande ce 25 janvier 1477. On espérait un héritier mâle, et c'est une fille qui vient de naître. Bien sûr. Son père, François II, peut songer à marier un prince puissant et protéger ainsi la Bretagne des ambitions conquérantes du royaume de France. La splendeur de la cour de Bretagne est alors renommée dans tout l'Occident. Anne et sa jeune sœur Isabeau grandissent dans un environnement festif. Coureurs, chevalerie, parties de chasse et spectacles se succèdent. Les bruits de la fête laissent place à ceux des combats. En 1487, les troupes du roi de France envahissent le duché de Bretagne. Nantes, la ville préférée des ducs, est assiégée, mais résiste. Vaincu l'année suivante à la bataille de Saint-Aubin-du-Cormier, François II s'éteint peu après. Anne devient duchesse de Bretagne à l'âge de 11 ans. Elle cherche avec ses conseillers une alliance protectrice auprès du futur empereur Maximilien Ier. En décembre 1490, une cérémonie de mariage par procuration se tient à Rennes. Le duché semble protégé militairement, mais les classes fortes semblent une à une aux mains du royaume de France. Sans ressources, assiégée dans Rennes, Anne n'a d'autre solution que d'accepter un nouveau mariage avec le roi de France Charles VIII. À 15 ans à peine, elle monte sur le trône et son époux prend le contrôle de la Bretagne. À la cour de France, Anne attend le retour de son mari parti dévoilé en Italie. C'est alors une reine qui doit d'abord satisfaire à ses obligations, mais les héritiers qui naissent de cette union ne survivent pas. En avril 1498, Charles VIII décède accidentellement, à veuve à 20 ans. La jeune reine s'empresse de regagner Nantes pour y faire valoir ses droits retrouvés sur le duché, comme le prévoyait son contrat de mariage. Ainsi fait-elle frapper à son effigie, en majesté, une monnaie d'or, la Cadière. Elle poursuit l'œuvre de son père, en dirigeant d'importants travaux dans son château. Elle rend hommage à ses parents en faisant réaliser dans le couvent des Carmes un magnifique tombeau, aujourd'hui dans la cathédrale. Le nouveau roi, Louis XII, lié par le passé à la cour de Bretagne, agit avec ménagement vis-à-vis d'Anne. Leur union est célébrée dans la chapelle du château de Nantes en janvier 1499. 4 ans plus tard, à Saint-Denis, Anne est sacrée reine une seconde fois, fait unique dans l'histoire de la monarchie française. Est-ce le souvenir lointain de la cour de son père qui l'a poussé à pratiquer un mécénat actif et éclairé? Les livres précieux qu'elle commande témoignent par leur nombre et leur qualité de son intérêt pour les arts de son temps. L'été de l'année 1505, Anne prépare un gros pèlerinage en Bretagne, justifié officiellement par la guérison miraculeuse de son mari. Mais ses vraies raisons sont politiques. Louis XII, mourant, a révélé l'union prochaine de leur fille Claude avec François d'Angoulême, futur François Ier. Le projet d'Anne de marier sa fille et la Bretagne à Charles de Gand, le futur Charles Quint, échoue.
notamment par Vannes, Quimper, Brest, Le Folgoët, Morlaix, Saint-Jean-du-Doigt, Saint-Brieuc, Vitré. Elle est accueillie partout avec faste et fait de ce voyage une démonstration de l'attachement à son duché. On a interprété de bien des façons les intentions et la portée de ce parcours politique et humain hors du commun. Anne de Bretagne meurt le 9 janvier 1514 à Blois, à l'âge de 37 ans. La présence de son cœur à Nantes, symbolisant selon les commentaires soit l'union, soit l'indépendance, n'a jamais cessé de nous interroger sur le sens exact qu'elle a souhaité donner à ce